Merci Bandeko Balandi ya Katase 13 télévision de Tobanabiso Bonzambe na Bonzambe lo les eaux foot à 10 000 nulle par ailleurs na kati ya Katase télévision avant na banda na présenté ba veut le meilleur nanga na ba bon soba ko landanga bobanda ko landanga bo pesa nga confiance ti de lo bo ko pesa nga confiance et bonne année à vous tous oyo bo sepela ngai vraiment na souhaité bino ba meilleur vœu ngai et sika bozali alors année oyo rozala juste na début année botinda na ba numéro ezawa na botinda ba vœu na bino to banda ko komango avec la complicité ya mwana mboka Bob to tia yango toujours na ban ya ba écran pour les kaka to souhaiter bino ba bonne année alors ndebo moni awa nazali na liboso ya complexe scolaire cardinal Monsengo ici ka wapi toye ko assister na une grande conférence na une conférence ya rendement. Pourquoi? Parce que moi namboka l'archevêque métropolitain de Kinshasa Fridolin Ambongo a outi ko sala 5 jours na este ya mboka akena ba Beni Butembo akeba Ruchuru partout. D'ailleurs, c'est quand la zone où ils allaient toucher, c'est quand la population va souffrir. Alors, moi, je suis Fridolin Ambongo, à Kenaki. Alors, à Outi, à Yaki, de l'élo, à l'ingapé, sabiso, compte rendu, message constat fait, kuna, namboka. Est-ce que, projet à balkanisation, ils ont continué, kaka? Est-ce que, il faut chasser la MONUSCO? Est-ce que, il faut continuer à vivre avec la communauté internationale? Alors, toute réponse, je crois que tout à l'heure, Nakati, il y a un message au Yamanambo Café Ambongo Azaro Sala à travers conférence de presse. Merci, Mandogo Kalanabiso, une excellente suivi. Il y a chaîne Nabino, Bozala, s'abonner massivement. Vous ne serez pas dessus. Tout le message, il y a Manambo Café Ambongo et puis to koutani na suka pour kotoye ba ko commenter ce qui va dire na kati ya conférence oyo. Merci Tolanda. À travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. Et ça se complique parce que nous sommes à une frontière non pas du type naturel, comme une rivière, mais la frontière est artificielle. C'est le même peuple que vous trouvez du côté congolais comme du côté ougandais. Nous sommes à Beni Butembo en face, c'est l'Ouganda. Vous avez le peuple nandé du côté Congo. Quand vous traversez en Ouganda, il y a aussi des Banandés de ce côté-là. Lorsqu'on déverse des peuples de l'Ouganda, mais parfois ce sont des Nandais. Et ça complique, ça brouille les cartes. C'est la même logique qui fonctionne au niveau de Rutshuru. Ça peut être de rwandophones, mais de ce côté, vous trouvez le même peuple. C'est la même chose que vous trouvez du côté de Fizi, le territoire de Fizi, dans les diocèses d'Ouvira. Étant donné que c'est le même peuple de part et d'autre, c'est très difficile de distinguer qui est qui. Cependant, il est capital de faire la distinction entre les rwandophones, le peuple venant du Rwanda, et qui vivent au Congo depuis des années, et qui sont devenus des Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ces peuples du côté de Kouvira, ceux qu'on appelle de façon les Banyamuleke, les vrais Banyamuleke, ou de rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise, qui sont là depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité congolaise. De la même manière, dans le Rutshuru, vous trouverez de rwandophones qui vivent là depuis des années. On ne peut pas contester leur nationalité congolaise. Vous remontez dans l'extrême nord, dans l'Ituri, vous trouverez de peuples à morphologie nilotique, ce sont les Ema. Les Ema, ce sont les Tutsis
de l'Ouganda, mais ils sont au Congo depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité. Et donc ce n'est pas ceux-là qui font problème, parce que ceux-là sont considérés comme des Congolais. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de les faire passer comme les Congolais. Et le cas le plus criant, sont les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années et on a fini par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration, de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière. Cette infiltration, ça concerne aussi notre armée. Il est remarquable, quand vous parlez avec les militaires, on se rend compte tout de suite que notre armée est même infiltrée. Ce qui crée un climat de méfiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a l'ambiguïté de la MONUSCO. Le peuple ne fait pas du tout confiance à la MONUSCO pour la simple raison qu'à côté des installations de la MONUSCO, on vient égorger les gens. Or, la mission principale de la MONUSCO, c'est protéger la population civile. Il y a une perception négative de la MONUSCO dans les chefs de la population. Que faire devant cette situation? La pire des choses, c'est le désespoir. La situation à l'Est, qui est une situation très grave, très préoccupante, ça pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et se donner que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Il y a l'axe diplomatique. Il appartient à notre gouvernement de déployer son arsenal diplomatique pour convaincre le pays voisin, particulièrement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'arrêter de déverser ces populations au Congo. Parce que quand nous parlons de la nécessité de réconciliation entre Congolais, mais on ne fait pas cette réconciliation avec les étrangers. Il y a réconciliation entre Congolais. Et il y a des peuples qui habitent l'Est, qu'ils soient d'origine rwandaise. Dès lors qu'il est reconnu comme Congolais, il y a nécessité pour nous de chercher la réconciliation, le dialogue, pour que tout le monde puisse vivre en paix. Mais cette recherche de réconciliation ne fonctionnera pas si nous sommes face à des étrangers. Il appartient au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour convaincre par la voie de la diplomatie ces trois pays d'arrêter, de cesser, de déverser sa population au Congo. Il y a l'axe économique et humanitaire. La situation de la population est dramatique. À cause de l'insécurité, comme je l'ai dit, la population a dû abandonner villages, maisons, ses biens, ses champs, ses plantations. Comment cette population va vivre dès lors qu'il ne peut plus vaquer à ses occupations? C'est la misère. Et notre cri face à cette situation, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité, mais aussi que la communauté internationale puisse venir en aide à cette population avec de l'aide humanitaire. On ne peut pas laisser une population comme ça. Mais la vraie solution en définitive,
ce serait que ces atrocités cessent et que le peuple puisse retourner chez soi, dans son village, dans ses maisons, pour continuer à vivre. Il y a l'axe sociopolitique. Nous avons constaté que dans cette partie du pays, et tout ça, ça alimente le conflit, il y a des chefs coutumiers qui ont été destitués dans le temps et qui sont frustrés. On a mis à leur place des gens qui n'ont pas la légitimité. Et ces chefs coutumiers qui ont été destitués, frustrés, mais ils sont tentés de se mettre avec des adeptes. Le pouvoir, il appartient aux autorités de Kinshasa, notamment le ministère de la décentralisation, de prendre en charge ces genres de questions. Il y a un élément aussi qui existe, notamment à Maïmoya, là où des prêtres ont été enlevés et qui peut être considéré aujourd'hui comme l'épicentre du conflit. Il y a une sorte de mixage culturel. Je vous ai dit ici que les adeptes Nalu sont au Congo depuis au moins 30 ans. C'est depuis l'époque de Mobutu. Pendant ces temps, ces gens ont pu marier nos filles. Qui dit mariage dit aussi des enfants. Tous ces enfants sont là. Et ça crée une situation difficile à déceler. Et naturellement, il y a des complicités. Ce n'est pas un papa qui va dénoncer sa fille et qui vit avec un adepte. Ou l'enfant qui est né de ses mariages. La fille est avec son mari dans la bouche. Et papa élève la fille, élève l'enfant. Ce n'est pas le grand-père qui va dénoncer son petit-fils, humainement parlant. Donc ce sont des choses qui compliquent la situation au niveau du terrain. Il y a aussi, on a constaté, des cas des arrestations arbitraires. Étant donné qu'on ne connaît pas très bien qui est l'ennemi, parce que l'ennemi est invisible. Peut-être il est diffus dans la population, ou il se retire dans la forêt, qu'il maîtrise très bien. Alors des fois il y a des dénonciations, des arrestations, et ces gens ne sont pas jugés. Tout ça, ça augmente la frustration de la population. Nous pensons que c'est le rôle des députés nationaux, provinciaux et des leaders communautaires de déclencher un processus de dialogue pour prendre en charge toutes ces questions qui créent de frustration dans la population. Enfin, c'est l'axe militaire, sécuritaire. Notre armée est là. Notre armée, c'est l'unique armée que nous avons. L'erreur que nous commettrions et que nous commettons effectivement, c'est de donner toujours une image trop négative de notre armée. Cela ne sert pas du tout la cause de notre pays. L'armée est constituée de nos frères et sœurs qui sont au front. Et la première nuit que j'ai passée à Béni, 2 militaires ont été tués. Des gens qui ont abandonné leur famille très loin et qui s'exposent pour sécuriser le front est de notre pays. Nous n'avons pas le droit de le mépriser ou de le ridiculiser. Naturellement, parmi les militaires, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Il y en a qui commettent des bavures, comme ça existe dans toute famille. Mais je crois que nous n'avons pas le droit de parler toujours de notre armée comme nous aimons le faire de façon négative. Ce sont des gens qui méritent notre admiration, qui méritent considération. Ils sont là, mais ils n'ont pas toujours le moyen
de faire la guerre. Ce n'est pas de leur faute. Un militaire, c'est un être humain, il doit manger. Il doit prendre du pain le matin. Sinon, vous l'envoyez au front, comment il va faire? Il appartient au gouvernement de mettre le moyen conséquent à la disposition de l'armée. Vous ne pouvez pas attendre d'une armée une prouesse militaire et en même temps ne pas lui donner le moyen de son action. Le deuxième front, c'est le nombre. Le pays est en guerre et priorité doit être cette région de Béni-Boutembo où il y a des massacres et des morts chaque jour. On devrait plutôt augmenter le nombre de militaires de ce côté et en même temps mettre à leur disposition de moyens conséquents. Toujours sous le volet militaire, la MONUSCO doit se remettre en question. La MONUSCO, c'est la communauté internationale. Ce serait une erreur de notre part, et je l'ai dit à la population du pays, et aussi à Boutembo, nous commettrions une erreur en jetant dehors la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, c'est la communauté internationale. Si nous jetons la communauté internationale dehors, quelle image nous donnerions de notre pays et surtout de Béni-Boutembo? Parce que c'est cette même communauté internationale que nous suspectons d'être derrière le plan de balkanisation. Vous jetez cette communauté dehors, vous précipitez la mise en application de ces plans. Donc nous devons rester prudents. Ceci dit, la MONUSCO doit se corriger. Il n'est pas normal que des militaires qui sont gracieusement payés viennent dans notre pays, patrouillent un peu la journée et la nuit, ils se barricadent dans leur base pendant qu'on égorge de populations à côté. Ça, c'est inacceptable. Nous avons eu le temps d'en parler avec les autorités de la MONUSCO, notamment le commandant, le général commandant, et aussi le responsable de ce place à ville. Je crois qu'eux-mêmes sont conscients de cette situation. Il y a des choses à corriger de la part de la MONUSCO, de la part de l'armée, tout comme aussi de la part de la population, qui généralise les manquements de la part de la MONUSCO ou de la part de l'armée. Nous devons savoir discerner qu'est-ce qui se fait de bien à encourager et qu'est-ce qui se fait de mal à corriger. Mais évitons la généralisation, évitons de jeter tout le monde dans l'eau sale. Et comme on dit, jeter le bébé avec l'eau sale. Malgré ces tableaux sombres, malgré cette situation préoccupante, nous restons confiants. Nous pensons que cette situation ne pourrait continuer à se développer que si nous-mêmes, comme peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, de prendre notre destinée en main. Et pour cela, il faut une prise de conscience au niveau national, partir du principe que notre pays est en guerre. Il y a beaucoup qui ne se réalisent même pas que le pays est en danger, qui ne se réalisent pas que le pays est en guerre. Et là, je vous prends à témoin, c'est aussi vous de la presse, vous ne relayez pas suffisamment la gravité de la situation qui est à l'Est. On peut tuer des militaires, on peut tuer des populations. J'ouvre ma télévision le soir, même la télévision nationale, personne n'en parle. Personne n'en parle. On est sidéré. Mais si la presse nationale n'en parle pas, qui va informer la population? Là aussi, c'est le moment de remise en question de votre part, hommes et femmes de la presse. Nous ne couvrons pas suffisamment le drame qui est en train de se jouer à l'est du pays. Et surtout quand on est du côté de l'ouest, ici à Kinshasa, on pense que c'est une affaire de nos frères et sœurs qui sont à l'est. C'est leur problème. Nous ici, on se marie
fait la fête, généralement célèbre ici à Kinshasa, pendant que le pays est en feu. C'est irresponsable. Tout en exhortant les peuples victimes, surtout nos frères et sœurs de l'Est, tout en les exhortant au courage et à ne pas perdre espoir, je vous convie tous à l'intercession de la Vierge Marie, patronne de notre pays, le Congo. Et je vous remercie. Moi, je suis pasteur. Je ne suis pas un politicien. Et le rôle du pasteur, c'est être à côté de ce brebis qui souffre. Pourquoi cette période? C'est la fin de l'année, je suis allé entre Noël et bonne année, c'est la période où tout être humain peut prétendre passer un moment de bonheur et de joie. C'est un droit. Mais ces peuples étaient complètement privés de ce moment de bonheur. Moi, j'avais estimé qu'en tant que pasteur, ma place était à côté de ces peuples qui souffrent. Et je peux vous assurer que ma présence, rien que ma présence, a été un réconfort que vous ne pouvez pas imaginer pour ce peuple. Que ce soit la population, que ce soit l'armée, la police et la MONUSCO. Tous. Ça a été un moment de bonheur. Et je crois que pour moi, je suis dans ma mission de pasteur. Les recommandations, je les ai données conformément aux axes que je viens de décrire. Merci. Ma première question est que le mouvement des indignés depuis Belgrade dénonce cette infiltration de Rwandais dans notre armée. L'exemple clair, c'est par rapport au général Oswald Kagame qui est à ce pays, qui était général de la République démocratique du Congo, mais là-bas, il s'est déclaré rwandais. Alors, vous, en tant que père de la nation, père de l'Église catholique, qu'est-ce que vous pouvez faire comme lobby auprès du gouvernement pour mettre hors d'état de nuire toutes les autorités rwandophones se trouvant dans notre armée? Et ma deuxième question, c'est que la population est en train d'être massacrée chaque jour. Et vous venez de signifier très bien que la MONUSCO est en train de favoriser cette balkanisation dans ce pays. Et pourquoi nous devons garder cette MONUSCO au lieu de demander une force internationale neutre d'un seul pays pour pouvoir sécuriser la zone est de la RDC? Il faut faire très attention lorsque vous traitez de cette question. Nous devons éviter la généralisation. Je vous ai dit ici qu'à l'est du pays, il y a de populations congolaises qui sont d'origine rwandaise. Il est tout à fait normal que dans l'armée, vous trouverez aussi des militaires d'expression rwandophone. Et ils sont de Congolais. Il ne s'agit pas de pointer au sein de l'armée ou au sein de la population tout individu d'expression rwandaise pour dire va-t'en. Nous tomberons dans ce qu'on appelle la xénophobie. C'est la distinction entre les Congolais d'expression rwandaise qui sont au Congo depuis longtemps et qui sont des Congolais. Comment les distinguer des autres qu'on est en train de déverser au Congo d'aujourd'hui? Pour cela, il faut un État organisé. Il faut un contrôle à la frontière du pays. Le malheur à l'Est, c'est que nos frontières sont poreuses. Donc on peut entrer et sortir comme on veut, parce que la frontière est artificielle. On ne sait pas où se trouve exactement la frontière dans la brousse. Donc le grand problème pour nous, c'est de renforcer les fonctions régaliennes pour pouvoir protéger nos frontières à l'Est et éviter qu'il y ait de nouveaux
de nouveaux venus qui soient déversés chez nous. Mais ne tombons pas dans cette, je dirais, ces risques de considérer tout quiconque d'expression rwandophone comme étranger. Ça aussi, ce serait une grosse erreur. En parlant de la MONUSCO, moi je n'ai pas dit que la MONUSCO est en train de favoriser la balkanisation du pays. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la MONUSCO a une mauvaise perception à l'Est parce que sa première mission, qui consiste à protéger la population civile, cette mission n'est pas complètement assumée. Autrement, comment comprendre qu'on vienne égorger, tuer froidement à côté des installations de la MONUSCO? Donc c'est une faillite dans l'accomplissement de sa mission qui doit tout simplement corriger. Merci. Oui, j'ai 3 petites questions. La première, c'est avoir une position et à son éminence, une proposition, une déclaration, il y a Adolphe Mozito, on a ça la guerre contre Rwanda. Pour Koloba, on a su que l'histoire va tout ça pour là, la côté à ouest, côté qu'on a une guerre des alliés, les voisins pour famille coloniale. Deuxièmement, le la population, ceux qui va remplacer, est-ce que il y a absence justement de l'autorité de l'État d'ici Kawana ou Kima? Et puis, troisième question, Ezali, rôle il y a l'Église, parce qu'on a constaté pour le 3e mandat, l'Église s'est mobilisée qu'il y avait une marche, chaque jeudi, et les Congolais vont faire milliers et des milliers. L'équipe même montant ou bateau va génocide à Rwanda, mais le biso na Congo, bazali kolobela moté. L'Église catholique a proposé tout azali ko kanisa nini pour sensibiliser la population. Merci. Position d'Angaï, ma proposition au Bisoba Soto il y a Adolphe Mozito. Il est en équipe bébé et il faut sauter à quelqu'un pour on a aussi ça passe il y a des cobabies sur la joie Congo à Kende Tunga na Rwanda a annexé Rwanda et comme a été mis à Congo. D'un côté, dans Koki Kolobate, Likambo, Mozito Alobi, ezali presque sentiment il y a bana Congo banso soko yoki pasi bande ko bazali ko yoka kuna na est moi tentation ya kokanisa lokola Mozito ezali au moins vérité ezali na likambo mais en même temps na lingi ko kebisa bana Congo liboso te okende tumbana moto lokola Yesu Kristo alobaki fanda nano pe otala mwango ozali na yango eloko nini bibundeli ozali na yango mpona kokende ituma na contexte ya biso ya lelo soko toki itumba contre Rwanda tozali na chance soki mokete tobanda nano kotia molongo tobanda nano kobongisa arme ya biso lokola na lobiawa topesa moyen na armée pour en posala soko tolingi kobongisa armée te proposition ya ndenge wana ezali risque monene mpe mpona biso ezali risque ezali malamu te. Merci beaucoup Tata Cardinal. Roho ya l'État na lobi yango nakanisi makambo mazali koleka kuna na este ezali liboso mpenza mokumba mosala ya l'État molatotali asengeli atia biso kuna mpe alanda situation ya este soko totali comportement ya bali politique na mboka ya biso ezali kopesa impression que bango surtout place politique bazali kopesa kilo mingi na likambo ezali koleka kuna na este
bekoswana entre bangwawa kowelaka bokonzi mosolo bongo na bongo nzoka bikuna na este ekolo ya biso ezali na likama. Église catholique ezali biso mosala na biso lokola na lobaka mbala na mbala tozali lokola sinzili. Église catholique oteya baimboka ezali lokola sentinelle sinzili. Mosala ya sinzili ezali nde kokenge soki munguna azali mosika soki mwa likama lizali sinzili ya kobeta mbonga ote bato balamuka munguna azali koya yango nde tozali kosala lelo. Mosala nazali kosala lelo yango wana mosala ya profeta mosala ya sinzili mpona kokebisa bato mpona kolamusa baimboka bayeba te ekolo ezali na likama mpe na kolikya te biso na bino lokola tosangani awa lelo tokokoba se kolamusa baimboka. On dirait que le désespoir reste dans tout longtemps. Vous-même vous avez dit que le pire, ça peut être le désespoir. Donc vous avez proposé quelques pistes de solutions avec les recommandations que vous avez formulées. Et que peut-on envisager d'autre lorsqu'on sait que la plupart des rebelles, les ex-rebelles, les miliciens, on capture ou ceux qui se rendent sont déversés encore dans l'armée. Et lorsqu'ils intègrent l'armée à travers le programme DDR, ils revendiquent des promotions. Est-ce que c'est une forme de récompense pour ceux qui font la guerre dans l'Est? Que peut-on envisager d'autre en dehors de tout cela? Stratégie militaire. Mais de l'extérieur, nous constatons quand même, c'est que notre ami vient de relever, il y a des gens qui ont fait la guerre au Congo, et puis demain, vous les trouvez dans l'armée, ils ont de promotions assez rapides, alors que les autres autochtones qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas de promotion. Et tout ça, ça crée une frustration dans la population et aussi dans l'armée. Comment corriger cette situation? C'est assez compliqué, parce que cet acte, en fait, participe à la mise en application du plan de balkanisation. Vous entendez le discours de la classe politique à Kinshasa, c'est à peine si on voit le risque qui est caché derrière cette pratique. Mais Kisedek Sikouli est vrai. On a capturé beaucoup des adeptes. Vous savez qu'au début, il y avait deux mouvements. Il y avait les adeptes et les Nalou. Les Nalou sont rentrés en Ouganda. Les adeptes d'aujourd'hui, ce ne sont plus exactement les adeptes d'origine. Donc le mot adepte est devenu une sorte de porte-nom qu'on colle à tous ces gens qui ont un plan d'occupation d'un morceau de notre pays. Parmi eux, on a trouvé des Soudanais, on a trouvé des Centrafricains, on a trouvé des gens venant de tous les pays voisins à l'Est. Mais il est vrai que le fondamentalisme islamique qui se fait par le monde a trouvé là aussi un terrain fertile. Considérons que la terre de Béni Boutembo est considérée par les experts comme la partie la plus fertile de la terre du Congo. Donc, il y a de quoi envier ces territoires-là. Le risque d'islamisation, ça c'est vrai. Mais est-ce que la MONUSCO participe à ces risques d'islamisation? Ça, il faut prendre avec prudence. Parce que dans la partie Béni Boutembo, je n'ai pas vu de Pakistanais. Les Pakistanais sont au sud. Je crois la partie Minembwe. Ils sont de ce côté. Mais il est aussi vrai que notre pays, aujourd'hui, fait face à un phénomène d'islamisation planifiée. C'est un plan non seulement pour le Congo, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Les mosquées poussent partout, même ici à l'ouest.
Même ici à Kinshasa, nous avons mené des enquêtes, les mosquées poussent partout. Même là où il n'y a pas de musulmans, on construit des mosquées. C'est un plan qui est parti des pays arabes, comment on appelle ça, le pétro-doral. C'est pour islamiser l'Afrique, c'est leur plan. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique à l'est du pays. J'ai très bien suivi votre message. Vous avez quelque part dit que nous ne devons pas jeter précipitamment la MONUSCO. Je reviens encore sur la MONUSCO. Et que vous avez ajouté également en disant que rejeter la MONUSCO, c'est rejeter la communauté internationale. Et que c'est cette communauté internationale que nous suspectons avoir un plan de balkanisation de la RDC. Donc, selon vous, la solution serait d'appeler la MONUSCO à se remettre en cause. Alors, ma question est celle-ci. Pensez-vous que si réellement la communauté internationale a un plan de balkanisation de la RDC, que si à la communauté internationale, je vais dire, est-ce qu'on doit leur demander de se remettre en cause sous la MONUSCO? Parce que s'ils ont un plan, ils finiront par réaliser ce plan. Ça finira par arriver. Que ça arrive précipitamment, ce plan de balkanisation, ou que ça soit un projet à long terme, ça finirait par arriver. Donc, pensez-vous qu'il serait mieux d'appeler la MONUSCO à se remettre en cause, ou peut-être, à votre avis, vous pouvez proposer une autre solution par rapport à l'insécurité dans l'Est? L'organisation dépend essentiellement de nous Congolais. Ces plans, même si c'est voulu par quelques membres de la communauté internationale ou par les pays voisins, ne peut se concrétiser que si nous, Congolais, nous nous prêtons à ces jeux-là. Autrement, ça ne passera pas. La communauté internationale n'a pas une position très claire sur cette situation. Et je crois que si nous, comme Congolais, nous nous prenons en charge, nous commençons à nous pencher sur cette situation de l'Est et en faisant voir à cette fameuse communauté internationale notre désapprobation de ces projets, ça ne se réalisera pas. Et ce qui réconforte beaucoup à l'Est, quand vous parlez avec tout le monde, il n'y a aucun Congolais qui soit en faveur de la balkanisation de son pays. On a divisé la Yougoslavie, on a balkanisé la Yougoslavie parce que le peuple qui habitait la Yougoslavie voulait se séparer les uns des autres. Sinon, la Yougoslavie ne serait pas balkanisée. On a balkanisé le Sud-Soudan, on a balkanisé le Soudan parce que le Sud-Soudan voulait son indépendance. Or, ce sont des réalités que vous ne trouvez nulle part au Congo. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité et ces plans ne peuvent réussir que si le fils et le fille du Congo jouent le jeu. Au point où nous en sommes, je suis convaincu qu'ils ne réussiront pas ces plans de balkanisation. Il n'y a pas de fatalité. Merci. Son éminence. Je voulais revenir un peu sur la question des sanctions des officiers, des sanctions de la communauté internationale. Il y en a qui sont sous sanction mais qui continuent à diriger notamment les opérations de l'Est du pays. Que proposez-vous à leur sujet? Doivent-ils continuer ou ils peuvent baisser? C'est une situation qui met tout le monde dans l'embarras. Ce n'est pas une situation idéale. Personne ne peut souhaiter une situation pareille. Et ça jette, je dirais, un peu le flou sur l'image même de notre armée et l'image du pays. Il est de l'intérêt de ceux qui gouvernent le pays, en commençant par le chef de l'État, de corriger ces situations qui dénaturent même l'image. Donc, grande satisfaction que je sois venu. Parce que le climat, le sentiment général, c'était le sentiment d'abandon. On est oublié. Naturellement, il y a le président, tout comme certains hommes politiques, font les défilés de Béni, mais restent à Béni City, la cité de Béni.
qui ne vont pas vers la zone rouge. Ce qui fait la grande différence, c'est que je suis allé jusque dans la zone rouge. Ce que la population demande, que ce soit de l'Église catholique ou de nous tous ici, c'est de ne pas les oublier. Leur ennemi numéro 1, ce serait l'oubli collectif. Nous ne devons pas les oublier, nous devons continuer à partager leurs souffrances et à les accompagner, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que leur cas soit connu et qu'une solution enfin soit. Son Éminence, j'ai suivi votre exposé. Vous avez signalé qu'il y a 5 prêtres à présent qui sont disparus à ces atrocités. Maintenant, ma question est celle de savoir quelle est en fait la sécurisation, soit quel est le rôle de l'Église catholique pour assurer la sécurité de nos prêtres qui sont disparus, parce que c'est nos pasteurs. Voilà. J'ai eu à saluer les témoignages des hommes et des femmes de l'Église dans cette partie de notre pays. Pendant que tout le monde fuit l'insécurité, l'Église catholique est là. Il y a des prêtres, il y a des consacrés qui ont levé l'option de rester à côté de leur peuple, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est le plus beau témoignage que l'Église peut apporter à un peuple aux abois. Parce que ces hommes, ces prêtres qui sont là, dans les paroisses, à Maïmoya, là où nous sommes passés, et nous avons été reçus par le curé, et ces vicaires, c'est les lieux où 3 prêtres ont été enlevés. Ça fait aujourd'hui 3 ans que nous n'avons pas de nouvelles de ces prêtres. Dans le pire des cas, on peut imaginer qu'ils ne sont plus en vie. Dans le pire des cas. Mais tant que nous n'avons pas de preuves de leur mort, nous continuons à espérer. Qu'est-ce que l'Église doit faire, peut faire pour sécuriser la population ou le prêtre enlevé? Le travail de sécurisation, ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église n'a pas la mission de sécuriser. Ça, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'Église, c'est d'être là, aux côtés du peuple qui souffre. L'Église a une mission de témoignage, être là. Le moment de joie comme dans le moment de souffrance. Et là, de ce côté-là, je suis très fier de l'Église catholique, surtout dans cette partie du pays, qui est là et qui continue à soutenir moralement le peuple qui souffre. Cessez de parler de la situation de Béni Boutembo et de prier pour l'Est de notre pays. Dernièrement, il a organisé une grande célébration à la basilique Saint-Pierre pour le Congo, pour l'Est du Congo. Ce qui est quand même une situation exceptionnelle qu'un pape organise une messe spécialement pour un pays comme nous avions eu. Et le comble de bonheur, il a célébré en rite zaïrois. C'est dire combien la situation de notre pays préoccupe le souverain pontife, qui est l'autorité suprême de l'Église catholique. Si le pape est préoccupé par cette situation, soyez-en sûrs, c'est l'ensemble de la communauté catholique. Notre rôle, c'est de continuer à entretenir cette attention qui est portée sur notre pays. Et à travers Radio Vatican, qui était aussi mise à contribution, je crois que l'ensemble de la communauté catholique est informée. Le travail que nous avons à faire désormais, c'est de continuer le plaidoyer, la sensibilisation, pas seulement au niveau de l'Église catholique, mais avec les églises sœurs, les protestants, les humanistes qui sont ici, même le musulman. Je peux vous rappeler, au mois d'octobre, nous avions organisé une grande réunion à Genève
avec le Congo et le pays voisin, y compris le Rwanda, Burundi, l'Ouganda, la Centrafrique, Soudan du Sud, Angola, la Tanzanie, pour voir comment nous pouvons porter ces messages de paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et là, c'était l'Église catholique de tous ces pays, le protestant, le musulman et les autres confessions religieuses qui se trouvent là, parce que nous estimons que c'est notre rôle de porter la bonne parole de paix et de sensibilisation pour que les communautés de cette sous-région puissent enfin vivre en paix et dans un sentiment de fraternité générale. Nous faisons notre travail et nous allons continuer. Au niveau du Congo, nous avons déjà commencé avec le protestant, globalement, les cubanistes un peu, parce que les cubanistes ne sont pas toujours très portés vers les questions sociopolitiques. Ce n'est pas dans leur tradition, mais on les implique, parce que si on se met ensemble, on devient plus fort. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est né dans notre monde, qui est né dans notre cœur, qu'il vous transforme, qu'il fasse de vous des agents de paix, des agents de réconciliation entre les hommes, entre les femmes, afin que notre monde, afin que notre pays, le Congo, particulièrement dans sa partie Est, puisse connaître la vraie paix qui vient de Dieu. Que la paix règne dans notre pays, que la paix règne dans nos familles, que la paix règne dans nos cœurs, et que ce Dieu lui-même soit avec chacun de vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci mesdames et messieurs, je crois que vous avez suivi allocution, il y a Mwanamboka, son éminence archevêque métropolitain de Kinshasa. Après sa visite na Beni Butembo, kuna na partie est, il y a Mboka Nabiso, la République démocratique du Congo. C'est très malheureux, c'est très douloureux, vous avez compris. Ndenganini a déploré ce qui se passe, la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il ne se passe pas un jour sans que Moutoua Koufa a passé plus de 5 jours dans l'est. Vous avez compris que c'est très malheureux. Alors, à l'objet que Mboka Nabiso, il y a une gestation, pardon, il y a une balkanisation en gestation au Ezali déjà, ce qui te salit, attention. Mais à énumérer à l'objet que chasser la MONUSCO, c'est commettre une grosse erreur, parce qu'ils ont le droit de chasser la communauté internationale de EKI. Alors, il serait mieux que la communauté internationale soit là pour qu'on trouve d'autres pistes de solutions afin que RDC, Kuna et Zalana, parti Moko, ya paix. Alors, à énumérer, et où il a dit que il y a des gens qui ont vécu plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, Kuna Baboti, Naba Congolais, Naba Rwandais,
Ce qui fait que c'est une situation très difficile de détecter pour que Bandeko Bakende Libanda. Mais alors l'église a un rôle pour veiller à ce que la situation est en. Alors pas plus de commentaires, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. C'est que nous avons une conférence de presse. Il y a moi en Bongo. Besunga Oyo Atenaki, après sa visite il y a 5 jours on a essayé il y a République du Congo kuna na Beni Butembo, Masisi, Uchuru partout na Bisinga Oyo et ça ba zone moko touchée na mboka na biso oba okufaka chaque fois. Alors na yango to ça de cœur na bandeko ya Beni, to ça de cœur na bino bien que to refléter to ce qui un an il y a alternance. Moi je crois que ça doit passer na méditation, na méditation pour que tout le monde puisse souffrir na est. Voilà. Merci Julia Kanengo, merci Nabob, merci d'avoir tout ce mot Olanda biso toujours vérité Makambo. Abonnez-vous massivement na chaîne Nabino parce que Borozala de suite. Merci de notre Boyembe, merci d'avoir de retour Olanda biso. Vos remarques et vos suggestions seront le bienvenu. Merci.